Like anybody, I would like to live. L'Afrique écrira sa propre histoire. Elle sera, au nord et au sud du Sahara, une histoire de dignité et de gloire. Vous vous posez certainement la question pourquoi je commence toujours cette émission par une citation. Je vous rappelle qu'il s'agit là de la citation de Emery Patrice Lumumba. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui sur ces plateaux de repères, on reçoit une personne qui le prend comme modèle, comme référence, comme repère. Alors, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Je vous permets, ou je vous invite à les découvrir ensemble avec moi dans cette rubrique Le Portrait. On se retrouve tout juste après. Maître Jean-Claude Katende, président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO en sigle, depuis 21 mai 2008. Il est avocat au barreau de Lubumbashi depuis 1999, licencié en droit à l'université de Lubumbashi, diplômé en graduat en théologie à l'Institut supérieur de théologie évangélique de Lubumbashi. En 2005, il a participé au séminaire sur la révision du code minier du 17 au 19 mars 2005 à Lubumbashi, participant à la table ronde sur l'initiative de transparence dans la gestion de revenus des industries extractives, participant à l'atelier sur l'ITIE, renforcement des capacités des représentants de la Société de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, organisé par la Banque mondiale du 27 novembre au 5 décembre 2005 à Kribi au Cameroun. Participant et membre du comité pédagogique au forum sur l'initiative de transparence dans la gestion de revenus des industries extractives du 11 au 12 mai 2005 à Kinshasa. En 2008, il devient membre du comité exécutif de l'ITIE en République démocratique du Congo, membre du comité de pilotage Afrique de publier ce que vous pouvez depuis 2010, porte-parole du collège de la société civile au comité exécutif de l'ITIE en République démocratique du Congo depuis 2012, membre du comité de mise en œuvre de l'ITIE au conseil d'administration de l'ITIE depuis 2013. La grande valeur que le corrompu perd, c'est sa dignité. Et bien voilà, vous l'avez découvert, il s'agit là de Monsieur Jean-Claude Katende. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Jean-Claude Katende, vous êtes président de l'AZADO et vous êtes connu aussi à partir de vos tweets, quand même, ça il faut le dire. Il y a des gens qui vous retweetent aussi parce que vous combattez à ce que ces pays soient libres. C'est vrai déjà avec Lumumba, nous avons obtenu l'indépendance. Mais votre combat par rapport à Lumumba, comment on peut les différencier? Je tiens d'abord à vous remercier, madame, pour l'invitation à votre émission. Vous avez d'ailleurs bien fait de mentionner les noms de Lumumba, qui n'est pas n'importe qui n'est pas comparé avec les leaders politiques que nous avons aujourd'hui, qui sont plus orientés par le gain que par le patriotisme et l'amour du Congo. J'ai toujours pensé que si Lumumba aimait l'argent comme on le voit aujourd'hui, le Congo n'aurait jamais eu d'indépendance. Mais ce sont des personnes comme Lumumba, comme Kasavubu et bien d'autres qui ont sacrifié leur jeunesse pour donner la chance à ce pays de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Si on doit faire la différence entre mon combat et celui de Lumumba, je dirais tout simplement que le mien est une suite du combat mené par Lumumba. Il faut retenir d'abord que le combat de Lumumba était d'offrir à la République démocratique du Congo son indépendance. En fait, une indépendance politique dans la vision de Lumumba qui devait entraîner
totalement l'indépendance économique, permettre aux Congolais de gérer ce pays pour répondre à l'un des vœux des pères de notre indépendance qui ont dit qu'ils prenaient le pays pour le faire un pays plus beau qu'avant. Et donc, dans la suite du combat commencé par Lumumba, parce que quand vous le lisez, c'est l'un des personnages parmi les plus importants ou les plus intelligents que la République démocratique du Congo a eu. Parce que quand vous lisez ses discours aujourd'hui, plusieurs années après, sont toujours des discours d'actualité. Et je disais que mon combat s'est situé dans la suite de celui que lui avait mené, parce que le mien est centré sur les droits de l'homme et la démocratie. Et comme vous le savez, Lumumba a dit sans justice, il n'y a pas d'homme libre, et sans indépendance, il n'y a pas d'homme avec dignité. Et donc, ça veut dire que nous continuons ce combat parce que nous croyons dans les valeurs que Lumumba défendait et nous croyons que le respect des droits de l'homme peut offrir à la République ce que rien d'autre ne peut lui donner. Alors, la part de jeunes dans votre combat? Oh, mais les jeunes aujourd'hui ont une grande part dans mon combat. Le premier aspect de mon combat, c'est d'offrir aux jeunes un modèle de constance, un modèle de valeur et un modèle d'engagement sans ménagement. Et je pense que c'est ce genre de modèle qui manque aujourd'hui à notre jeunesse. Donc, comme votre émission, c'est le repère, mais moi je voudrais bien devenir un repère pour les jeunes Congolais, qui peuvent se dire, même si nous voyons des antivaleurs partout, dans le même contexte où nous vivons, il y a quand même des hommes et des femmes qui font des efforts pour être un modèle en termes d'engagement pour le pays, en termes comment je dirais, d'incorruptibilité et en termes de constance. Alors, hormis Lumumba, il y a encore d'autres repères qui vous inspirent? Oui, au niveau national, vous avez M. Etienne Tshisekedi Lumumba. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il était arrivé au point où il pouvait influencer la gestion du pays sans être au pouvoir. Voyez-vous? Et dans notre pays, beaucoup d'hommes comme beaucoup de femmes n'ont d'influence que quand ils sont au pouvoir. Et quand ils ne sont plus au pouvoir, je pense que même la population ne le reconnaît plus comme autorité. Or, Etienne Tshisekedi était un homme, il suffisait tout simplement qu'il sorte de chez lui, il y avait des gens qui s'attropaient. Il n'avait pas besoin de faire des grands slogans, de faire des grandes mobilisations pour que les gens viennent. Pourquoi? Parce que les choses qu'il défendait étaient exceptionnelles et rencontraient les besoins de la population. Donc, c'est un modèle pour moi. Au niveau international, vous avez quelqu'un comme Mandela. Quelqu'un qui avait toujours considéré, quand vous lisez son livre sur le chemin vers la liberté, il vous dit, par exemple, que utiliser le pouvoir politique pour satisfaire des besoins personnels, c'est immoral. On ne peut pas être président de la République pour servir sa petite famille, pour sa province ou son clan. C'est immoral. Parce que même en n'étant pas président de la République, vous pouvez le faire. C'est la même chose que vous soyez ministre, que vous soyez premier ministre, que vous soyez les chefs de l'armée ou les chefs de la police. Vous ne pouvez pas utiliser un mandat public pour la satisfaction des besoins personnels ou les besoins de votre famille. Le faire, Mandela considérait que c'était immoral. Et plus loin, et ça c'est très intéressant avec lui, il vous dit que j'ai combattu, n'est-ce pas, l'apartheid, non pas parce que je voulais que le pouvoir revienne aux Noirs, mais je voulais tout simplement qu'on ait un système qui soit profitable à tout le monde. Vous voyez, avoir un homme qui a une telle dimension, de penser que sa petite vie, la petite vie de sa famille, ne compte pas, que ce qui compte, c'est la nation. Donc, vous voyez, ces genres d'hommes, en Afrique, on les a très rarement. Exactement. Et c'est pour ça que ce sont des gens qui m'inspirent. Vous prendrez aussi quelqu'un comme Thomas Sankara. Ça, c'est quelqu'un de formidable. Quelqu'un qui pouvait accepter
desservir l'État en utilisant une petite voiture. Parce que moi, j'ai toujours estimé personnellement que ce ne sont pas les biens qu'on possède qui fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes d'abord par notre propre être. On doit voir l'être qu'est l'avoir. Parce que les biens matériels, nous pouvons les perdre par la guerre. C'est éphémère. C'est éphémère. Et ce monsieur, il était capable de passer sa présidence avec une petite voiture. Mais ce qu'il a fait, c'est aller au-delà de Burkina Faso. Et ça, c'est formidable. C'est impressionnant, oui. Exactement. Quand je vois que nos autorités courent après des grosses jeeps qui consomment d'abord beaucoup, qui sont une dépense énorme pour les institutions, je me dis que quelque part, nous avons un problème. Mais si quelqu'un qui est dans les privés achète sa grosse jeep, c'est son argent, il peut le faire. Mais quand vous occupez des fonctions publiques, il est important que vous puissiez tenir compte du fait que vous êtes là d'abord pour servir les citoyens et que vous serez respecté, récompensé, non pas en fonction des biens que vous avez, mais en fonction de ce que vous aurez fait pour votre nation. Et Mandela dit quelque chose de très intéressant. Il dit que nous devons savoir que sur la terre, nous avons un petit temps que nous allons passer. Et quand vous avez la possibilité de servir votre nation, il faut le faire de telle sorte que les gens qui sont autour de vous sentent qu'ils sont au centre de vos préoccupations. Ça, c'est formidable. Donc, c'est une chance énorme d'être président de la République. C'est une chance énorme d'être ministre. Et donc, vous savez qu'en tant que président, premier ministre, beaucoup de gens comptent sur vous. C'est-à-dire, chaque acte que vous posez peut être nuisible à des milliers de gens ou peut être profitable à des milliers de gens. Et donc, il faut prendre ces considérations en tête. C'est pour ça que, vous voyez, Mandela n'a pas hésité de quitter le pouvoir quand il avait estimé que son corps ne les lui permettait pas. Mais les Sud-Africains avaient encore besoin de lui. Exactement. C'est très impressionnant et c'est faramineux, comme on dit à mon gros. Excusez-moi, c'est extraordinaire tout ce que je suis en train d'entendre ici. Mais dites-moi, pourquoi devons-nous avoir un repère? Est-ce que ça doit être un choix d'hasard ou un choix judiciaire? Non, je ne pense même pas que ça doit être un choix. Une nation doit toujours avoir des repères, c'est-à-dire des gens qui constituent, comme on dit, le standard, qui constituent en fait le modèle que les autres doivent pouvoir copier. Malheureusement, chez nous, nous avons trop peu de modèles, que ce soit du côté des pasteurs, que ce soit du côté de la société civile, du côté des politiciens, du côté des pasteurs, des évêques. Voyez-vous, il y a trop peu de modèles. Mais les jeunes qui viennent après nous, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme modèle? Ils vont certainement avoir comme modèle les gens qui n'ont pas de références. Parce qu'ici, chez nous, il suffit d'avoir l'argent, tu deviens quelqu'un. Non, il y a des valeurs qu'il faut défendre au-delà de l'argent. Et donc, les jeunes ont besoin de ces modèles. Et ces modèles doivent savoir que c'est une grande responsabilité être un modèle pour les autres. Parce qu'on vous juge durement, on vous regarde à chaque instant, chaque parole que vous prononcez, chaque acte que vous posez est vraiment examiné. Et donc, je pense personnellement que donner des modèles, c'est très important. C'est pour ça que vous voyez dans d'autres pays, on organise des prix. S'il y a une femme qui se distingue en tant que journaliste, cette femme doit être récompensée. Pas récompensée de manière tribale ou injuste ou parce que cette femme est connectée à tel, non, de par son travail. Et ça, c'est important. C'est pas ce qu'on fait ici avec les prix, médailles, je ne sais pas, des mérites civiques où les gens vont corrompre. Vous voyez? Non, c'est pas ce genre de choses. Donc, dans tous les domaines, il faut qu'on mette des prix. Par exemple, aujourd'hui, dans notre ville de Kinshasa, où nous avons la crise morale au sein de la police, mais vous avez quand même certains policiers de roulage qui se distinguent, qui ne tracassent personne, qui ne demandent l'argent à personne, qui ne font que leur travail. Mais c'est remarquable dans un contexte pareil.
Ce sont des gens dont l'État doit pouvoir s'occuper pour les mettre en vedette, pour que les jeunes se disent, si on fait des efforts pour être correct, on fait des efforts pour bien travailler, nous aurons, même si nous ne gagnons pas beaucoup d'argent, mais au moins la reconnaissance de la République. Et ça manque énormément. Mais comment voulez-vous que les gens trouvent des bons modèles si ces modèles ne sont pas encouragés? Alors, le mot qui gangrène notre société, comment le combattre? Bon, je pense qu'il y a d'abord, il est important qu'un pays détermine quelles sont ses valeurs. Les valeurs qui doivent être défendues par tout le monde. Et nous n'en avons pas. Voyez-vous, nous n'en avons pas. Aujourd'hui, quels sont les critères que les jeunes, que les autres peuvent tenir en main pour dire tel, c'est quelqu'un qu'il faut imiter? Nous n'avons pas des valeurs nationales. Or, quand vous allez dans d'autres pays, vous allez voir que les valeurs qui sont comme par exemple en France, il y a liberté, égalité, fraternité. Ça, ce sont des valeurs, vous sentez même qu'elles sont défendues dans la vie de tous les jours par les autorités. Vous voyez, par exemple aux États-Unis, il y a une valeur telle que si vous êtes combatif, vous travaillez, quels que soient les lieux dont vous venez, vous pouvez émerger dans cet état. C'est une valeur. Voyez-vous, mais chez nous, quelles sont les valeurs que nous avons? Donc, nous avons, pour combattre le mal, la première chose, c'est d'identifier ce que la République démocratique du Congo considère comme valeur et commencer à les protéger, à les défendre et à les enseigner, à les exiger de tout le monde. Voyez-vous, ça c'est le premier point. Le deuxième point, si nous voulons combattre le mal, il faut identifier. Ce mal, c'est quoi? Parce qu'à un moment donné, le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Oui. Alors, il faut qu'on ait aussi certaines choses qu'on doit, de manière consensuelle, considérer. Par exemple, que c'est vraiment un mal et tout le monde doit avoir l'horreur de pouvoir commettre ces genres d'actes. Ça, il faut commencer, c'est un travail préalable. Maintenant, quand vous avez ce travail, je crois que l'éducation reste la clé pour réussir dans les changements de comportement, les changements de mentalité. Il faut que cette éducation commence au plus bas possible et le plus possible. Pas faire comme la coordination des changements de mentalité qui a été mise en place par le président de la République, où on ne fait que mettre des affiches et on ne sent absolument rien. Non, on a besoin, n'est-ce pas, de cette éducation pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Deuxième chose qu'il faut faire, il faut que la sanction vienne au rendez-vous. Si on ne sanctionne personne, si les raisons politiques, les raisons tribales, les raisons d'argent prennent les dessus, surtout, la conséquence est que personne ne respectera. Troisième chose, il faut que nos autorités soient des modèles. Malheureusement, on revient toujours exactement. Il faut que nos autorités soient des modèles. Je ne peux pas concevoir un seul instant qu'une autorité, pour quelque raison que ce soit, puisse conduire dans un sens inverse, dans des sens contraires. C'est pas possible. Parce que vous donnez un mauvais modèle. Et quand un citoyen qui est aussi en retard par rapport à un rendez-vous ou qui veut aller chez lui vite prend le sens inverse de la conduite normale, là les policiers sautent dessus. Au nom de quoi? Alors si nous voulons combattre le mal, la troisième chose qu'il faut retenir est que ceux qui sont à la tête, qui donnent l'impulsion, doivent être des modèles. Si vous n'êtes pas des modèles, il ne faut pas oublier que le peuple observe, même en famille. Si le père dit aux enfants, au plus tard 19h, vous devez être ici, lui-même il doit être le premier à être là à 19h. Parce que s'il vient à 23h, à minuit, comment il va vérifier que tel était venu après l'heure qu'il a fixée? Vous voyez? Donc, les gens sont très attentifs à ce modèle. Aujourd'hui, nous avons les couvre-feux. Si le couvre-feu existe, à moins que les autorités aient une raison, n'est-ce pas, une raison d'État pour pouvoir violer les couvre-feux. Mais ici, on se rend compte qu'il y a même des autorités qui vont festoyer pendant que les citoyens sont à la maison
en violant les couvre-feux. Et ça, les gens voient. Et à un moment donné, ils disent, bon, ça c'est seulement pour alimenter. Et il faut de la rigueur si on veut changer une nation. Surtout une nation qui est restée très longtemps dans les antivaleurs comme la République démocratique du Congo. Ce qui n'est pas facile, c'est un travail des titans quand même. Madame, il n'y a rien de facile dans la vie. Même aller à l'école, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut vous réveiller à 5 heures du matin à Kinshasa. Vous l'avez, vous apprêtez pour partir. Même manger, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, il n'y a rien de facile dans la vie. Et quand on accepte d'être les leaders d'un pays, quelque part, il faut payer le prix. Le prix, c'est être ce modèle. Je me rappelle une fois, il y a quelques années, j'étais à Rabat au Maroc. J'ai vu que le roi du Maroc, l'actuel roi, s'était arrêté devant les feux rouges. J'étais impressionné. J'ai demandé aux Marocains qui étaient avec moi, j'ai dit, mais ça, je ne peux pas le voir chez moi. Que le roi arrive devant les feux rouges et qu'il s'arrête. Alors, ils m'ont expliqué, ils disent que le roi ne peut violer les feux rouges que quand il va dans un service commandé par sa fonction de roi. Mais s'il va dans les affaires privées, par exemple visiter un membre de famille, il s'arrête. Est-ce que vous les voyez au Congo? Pas du tout en tout cas. Alors, mais comment vous allez inverser les choses? Pour inverser les choses, il faut un sacrifice. Et les gens ne se rendent pas compte que notre pays est tombé très bas. Très bas. Et donc, je reviens sur la sanction pour dire que non seulement qu'il faut la sanction, il faut le contrôle. Vous voyez aujourd'hui qu'en termes de recettes publiques, on parle des augmentations. Mais pourquoi? C'est parce que l'IGF fait ce contrôle. Oui. Et que ceux qui gèrent mal doivent être sanctionnés. Mais ça fait plus de 20 ans que la sanction n'existait pas. Alors comment voulez-vous que les gens puissent se mettre au pas? Alors que nous avons, vous devez savoir, madame, que quand vous avez un pays aussi riche, on doit être rigoureux avec ceux qui les gèrent. Parce que la déviation est très, très proche. Voyez-vous? C'est pour ça que je dis que si on veut que ce pays démarre, nous avons besoin des hommes et des femmes rigoureux qui comprennent l'enjeu et qui soient capables de se dire « je ne suis pas là pour m'enrichir, mais je suis là pour que ce pays redémarre ». Espérons qu'il y en aura en tout cas. Mais alors, quel regard portez-vous à la jeunesse aujourd'hui qui, par manque de travail, recourt à la loisiveté? Bon, d'abord, il est important qu'on change notre manière d'éduquer nos enfants, d'enseigner la jeunesse. Nous avons tous été éduqués dans le sens que quand je termine mes études, je serai engagé quelque part. Aujourd'hui, il faut changer cette idée. Il faut dire aux jeunes que quand vous terminez vos études, vous devez être capable de créer de l'emploi. Et ça, c'est important. En sorte que quand j'ai fini mes études, je n'ai pas besoin de faire une lettre de demande d'emploi. Déjà aux études, je me dis, qu'est-ce que je vais faire après? Voyez-vous? Je suis toujours impressionné à Kinshasa quand j'entends quelqu'un dire, moi je tiens vraiment à voir les matricules de l'État. Dernièrement, j'ai dit à une amie, et elle a commencé une petite entreprise de fabrication de jus qui tourne très bien, mais elle tient à être dans un ministère quelque part. Non, moi, il faut que j'ai les matricules. Je dis non, mais ce que tu es en train de faire, c'est en train de réussir. Tu peux t'imaginer que demain, tu es seul, tu vas engager des gens, tu vas les former, ces gens peuvent aussi développer autre chose. C'est plus qu'avoir les matricules. Mais c'est normal parce qu'on a éduqué les gens comme ça. C'est ça. Or, c'est qu'on te paye avec ton matricule, tu ne peux même pas t'acheter une belle paire de chaussures. Même dans des universités, on est plus dans le théorie que le pratique. C'est pour ça que quand vous allez par exemple à l'étranger, vous allez voir que le cours a toujours deux parties. Il y a la partie théorique et la partie pratique. Et la partie pratique, ce n'est pas les professeurs, ce n'est pas les théoriciens, les universitaires qui viennent. Ce sont les gens qui travaillent sur le terrain. Par exemple, vous avez un professeur qui parle de droits de l'homme, il va vous donner la théorie, mais pour
la partie pratique, on va appeler quelqu'un comme Jean-Claude, qui a une expérience de 20 ans dans les droits de l'homme. En ce moment-là, il ne vient pas parler des théories, il vient parler de ce qui se passe réellement sur terrain, comment il faut se comporter. Ça manque énormément dans nos universités ici, voir qu'un professeur, dans son cours, appelle quelqu'un qui n'a pas un titre académique pour venir partager ses expériences avec... Ils les appellent même pas aussi. Vous voyez, ça nous manque énormément. Donc, il faut inverser ces tendances, surtout éduquer nos enfants à ça. Deuxième chose, il faut amener nos enfants à ne pas toujours dire qu'il faut les matériaux qui viennent de l'extérieur pour faire quelque chose. Non. Nous avons des matériaux ici sur place qu'on peut utiliser pour telle ou telle autre chose. Nous avons des fruits ici sur place. Nous avons du bois sur place. Moi, je suis toujours étonné quand je vais dans des villes où il y a beaucoup de bois, qu'il n'y a pas de maisons construites en bois. Et quand on construit des maisons en bois, c'est du bois courbé et vous n'avez même pas l'envie d'y entrer. Mais quand vous allez par exemple en Afrique du Sud, à Johannesburg, vous allez trouver que beaucoup d'hôtels sont construits en paillotes, avec de la paille, avec du bois. Mais quand vous voyez la décoration qui est faite, vous êtes prêt à payer $100 pour dormir là-bas. Alors que nous avons du bois ici qui chôme, qu'on ne regarde pas parce que tout le monde voudrait avoir une maison confortable. Mais quand vous allez aux États-Unis, vous allez trouver que beaucoup de maisons sont construites en bois. Non, mais les jeunes se disent, ils nous regardent et ils se disent par où commencer et comment commencer une entreprise, parce que vous venez de le dire tantôt là. Par où commencer? C'est une question... On se retrouve avec rien du tout. Non, c'est une question très facile, Madame Marlène. Aujourd'hui, ces jeunes n'ont pas commencé comme moi, peut-être vous. Et ils ont les smartphones. Et je dis toujours aux jeunes qui sont avec moi, les smartphones, c'est une entreprise. Quand vous dépensez chaque jour $1, vous devez toujours vous poser la question qu'à la fin du mois, j'aurai dépensé $30, mais quel est le bénéfice que j'ai eu en retour? Aujourd'hui, ce genre de questions, on ne se les pose plus. Si vous voulez, par exemple, commencer l'élevage des poules, il suffit seulement d'aller sur Google. Vous dites élevage des poules. On va vous envoyer et de la littérature et des vidéos qui peuvent vous inspirer comment commencer. Mais ici au Congo, on a impliqué aux gens la mentalité de commencer toujours par des grandes choses. Je ne peux pas commencer avec 2 poules parce que c'est trop petit. J'ai même honte de présenter ça à mes amis que j'ai 2 poules et 1 coq. Ils vont se moquer de moi. Je veux que ça soit, quand ça deviendra grand, impressionnant. Et alors, ce qui est impressionnant, tu ne l'auras pas si tu ne commences pas par ce qui est petit. Même les grandes organisations que nous voyons, comme Médecins Sans Frontières, comme les autres, ils ont commencé tout petit. Mais, tu peux commencer tout petit, mais le problème, c'est la vision que tu as. Donc, il faut aussi donner cette possibilité aux jeunes de comprendre qu'on peut commencer petit et devenir grand. Et que c'est la règle. Donc, voyez-vous, vous avez dit par où il faut commencer. Il faut commencer dans son téléphone. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de mettre Jean-Claude pour lui poser la question par où je vais commencer. On n'a pas besoin de vous. Tout jeune a un smartphone. Mais il faut que ce smartphone te permette de gagner de l'argent. Voyez-vous, aujourd'hui, les gens me posent toujours la question de savoir, mais comment vous avez commencé? Des fois, quand j'ai fait mes tweets, les gens me disent, est-ce qu'on ne peut pas vous envoyer des informations pour tweeter? Je dis non, vous pouvez aussi commencer. Moi, j'ai commencé, un jour, je n'avais qu'un abonné. Mais je continue à écrire. Et comme ce que j'écris, ça intéresse les gens, aujourd'hui, j'ai 200 000 personnes. Mais je n'avais pas commencé avec 200 000 personnes. J'ai commencé avec une personne, d'abord moi-même. Les gens, quand vous commencez quelque chose, ils vous observent. Si vous êtes sérieux, eh bien, vous allez voir que les gens vont vous suivre. Et donc, il est important de se mettre en tête qu'avec mon téléphone, je peux tout avoir.
Donc aujourd'hui, l'université ne te donne pas tout. Tu peux avoir d'autres choses à partir de ton téléphone et donc ne dépense pas ton argent dans les forfaits Internet seulement pour liker. Oui, pour liker, pour faire ceci. Parce qu'en likant, tu enrichis d'autres personnes. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu seras content d'envoyer tes photos, de publier. Mais sur les photos que tu publies, il faut te mettre en tête qu'il y a d'autres qui gagnent de l'argent. Et toi, tu t'appauvris. Il faut que les gens prennent conscience de ça. C'est pour ça que quand j'utilise mon téléphone, je l'utilise comme un outil de travail, pas comme un outil d'amusement. Il faut dire qu'il faut prendre la vie au sérieux. Mais si vous acceptez de vivre, il faut laisser des traces. Qu'est-ce qui vous il faut qu'un jour qu'on dise que Madame Marlène est passée par ici, quand vous ne serez pas là. C'est pour ça que vous avez bien fait de rappeler Lumumba. Il dit, on écrira une autre histoire. Mais aujourd'hui, les gens qui avaient tué Lumumba, on ne parle même pas d'eux comme on parle de Lumumba. Donc, quand vous acceptez de vivre, il faut aussi accepter de laisser des traces. Si vous êtes caméraman comme mes frères ici, il faut que tu fasses le travail de manière spéciale. En sorte que quand tu n'es pas là, les gens vont toujours se souvenir, quand X était là, ce n'était pas comme ça. Quand vous êtes journaliste, il faut marquer votre temps. On ne le marque pas d'un coup, on marque ce temps petit à petit. Si vous êtes avocat, il faut marquer votre temps. Vous êtes acteur de la société civile, il faut marquer votre temps. Et ça exige beaucoup de sacrifices, beaucoup de privations. Parce que si ces privations ne sont pas là, vous ne pouvez pas émerger. D'accord. Qu'est-ce qui vous caractérise pour finir? C'est difficile, mais je dirais tout simplement que... Définissez-vous en 3 mots. En 3 mots, j'aime bien faire ce que j'aime. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Katende. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir ce soir dans cette émission Le Repère. Fidèles téléspectateurs, également à vous, ça a été très très intéressant et ça a été également un plaisir de vous avoir nombreux devant votre poste téléviseur pour nous suivre. Un grand merci au directeur de programme de Média Business Télévision, Bienheureux Bondeli. Merci également à Bertin Mukanga qui était derrière la caméra. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Écrivez-nous, envoyez-nous le message, vos remarques, vos suggestions. Nous serons là pour pouvoir évoluer dans cette émission. Petit à petit, nous arriverons. Merci à toute la jeunesse. N'oubliez pas ce rendez-vous, c'est pour vous en tout cas. Merci, on se retrouve très prochainement. Retrouvez-nous également sur YouTube. Au revoir et bonne suite de programmes sur Média Business Télévision. Like anybody, I would like to live.